Bonjour Georges. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Donc, la Voilà, France Jean-Pierre nous écrit l'heure, c'est l'heure. Et oui, on a toujours un petit peu de problème de démarrage à l'heure, mais on va finir par y arriver. oui, tout à fait. Il y avait quelques légers soucis techniques parce que pour aujourd'hui, c'est une première. C'est la première fois qu'on multidiffuse sur plusieurs réseaux en même temps la matinale. Donc, aujourd'hui, et peut-être qu'on étendra la diffusion sur d'autres canaux à l'avenir. Aujourd'hui, on diffuse en même temps sur YouTube et aussi sur X, sur le compte donc de Georges, mais aussi sur le compte de Fréquence Populaire. Donc, n'hésitez pas à suivre, liker, partager les comptes. Et vos commentaires, peu importe d'où ils viennent, sont, on les voit tous. Donc, n'hésitez pas à interagir, donner votre avis, poser des questions, et cetera. Donc, on va commencer tout de suite sans trop de prendre retard. Alors, la France se réveille un peu avec une gueule de bois américaine, si on peut dire ça comme ça. Mais on en parlera après. Mais c'est vrai que il y a un sujet qui te tient à cœur, qui me tient à cœur et qui est important d'en parler parce que c'est malheureusement, il c'était ça fait partie des sujets majeurs qui sont pas encore bien traités, qui est s'ouvre le au du moins s'est ouvert cette semaine le procès de l'assassinat de Samuel Paty, donc le le procès des adultes, puisque le procès des mineurs a déjà eu lieu. Et alors je pense, peut-être tu es d'accord avec moi pour partager ce constat, c'est un peu triste que le procès, même s'il faut le temps de la justice se fasse et cetera, théoriquement, ce procès était censé être celui de pour montrer l'exemple, pour plus jamais que ça se reproduise. Et malheureusement, il y a eu, avant le procès, d'autres professeurs assassinés dans des par des islamistes. Et donc, il y a un peu pour moi un goût amer, c'est-à-dire que ça va servir d'exemple peut-être pour la suite, mais pour maintenant, alors je sais pas ce que tu en penses toi, Georges, mais Moi, je pense que tout ça est une farce colossale, et que les citoyens en auront le bol. Heu, c'est que de la com. On a fait de la com. Ça a commencé avec, si vous vous souvenez, le discours d'Emmanuel Macron en place de la Sorbonne: «Plus jamais ça, c'est terrible, les professeurs, l'école atteinte». Mais en fait, rien n'a changé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a noté la sœur, de Samuel Paty, Michaëlle Paty, qu'on salue, ici, et qui a dit, que ça, comme tu as dit, ça aurait dû servir d'exemple. Bah, ça n'a pas servi d'exemple. Et même au contraire, on a un autre professeur, François Bernard, qui a été tué, Dominique? Non, à Arras, avec un élève qui voulait, tuer un autre professeur d'histoire. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg. En fait, en dessous, il y a des agressions très régulièrement. On le voit dans la presse quotidienne régionale, des disputes fortes, entre guillemets, poussées, entre guillemets, avec des élèves, des parents d'élèves, sur le vol, sur le voile, pas port du voile, sur la discipline, sur l'acceptation des corrections par des professeurs, sur tout et n'importe quoi. Et, euh, et les profs, et l'école devient une forme de défouloir, en plus d'être la cible de certains rep représentants de l'islam politique, mais ça devient un défouloir pour tout un tas de gens, des problèmes de la société, et qui se manifestent clairement dans l'école. Et donc il y aura un procès, et puis rien. Rien au fond n'est modifié pour que ça ne se reproduise pas. Alors ce qui est très intéressant, et là encore une fois on salue Michaëlle Paty, sa sœur, c'est qu'elle a sorti un livre. tout à fait. Et le livre, a ça d'assez, il est particulier. C'est pas juste un récit sur, qui était Samuel Paty, comment il est mort, et les événements. Stéphane Simon en a fait un sur comment est-ce que cela aurait pu être évité si justement le gouvernement, avait pris les choses au sérieux, s'il prenait les alertes au sérieux.
Alors comme il le fait pas, ça se reproduira, hein, parce que ce qui s'est passé avec Samuel Paty se reproduira. Mais là, le livre de Michael Paty s'appelle «Le cours de Samuel Paty». En fait, ça elle revient sur le cours lui-même, la série de cours qu'a fait Samuel Paty dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, heu, pour parler du blasphème, entre autres, mais mais pas seulement, parce qu'on voit que ce n'est qu'un élément de son cours sur la citoyenneté et on voit bien combien ce cours sur la citoyenneté est bien fait et c'est à ça qu'on s'attaque. Pas seulement une personne, ce n'est pas seulement un bout du cours sur, le droit de faire des dessins caricaturaux ou pas, c'est sur toute cette logique de formation du citoyen, par une école républicaine qui ne formate pas dans un sens ou dans un autre, de gauche ou de droite ou ci, c'est cela, mais qui donne les outils aux citoyens, aux jeunes, aux futurs citoyens, aux jeunes élèves, eh bien pour devenir des adultes responsables dans une république, responsable. Or, la responsabilité, eh bien c'est ça le problème. On n'en a plus au niveau du gouvernement, on n'en a plus au niveau économique. Tout le monde, laisse partir à volo, les différents aspects de l'État et Samuel Paty est une victime, Laisse tragique, partir à mais volo. collatérale d'un effondrement généralisé. Allô, Georges? Ouais, Oui, mais voilà, c'est la victime collatérale d'un effondrement généralisé. tout à fait. Non, en fait, je t'ai eu en retour 2 fois, ça m'a perturbé. Non, effectivement, c'est fondamental. Alors, on sait que au début de l'année, il y a eu, lors pour la commémoration, en mémoire de Samuel Paty, les élèves, par moi, ça a été le cas de mon fils au collège, ils ont travaillé sur la question, en particulier avec leur professeur d'histoire, des différents, professeurs tués. Et quand mon fils est rentré, il m'a dit: «Il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a ces gens, méchants qui ont tué les professeurs, mais on nous a jamais dit pourquoi. On leur a expliqué, il y a des gens méchants qui sont mais on leur a pas dit pourquoi». Bon, on va dire, c'est très étrange. On voulait pas heurter les enfants, donc on leur dit: «Voilà, machin a été décapité, l'autre a été tué», mais on leur dit pas fondamentalement parce que ces gens s'attaquaient aux valeurs de la République, s'attaquaient à notre modèle, parce que c'est l'intolérance religieuse et cetera. Ça a été un peu mis de côté. Alors c'est peut-être, on va dire, à décharge, c'est difficile, hein, de parler à des collégiens. Dans le cas de mon fils, il est en 6e, il s'est beaucoup assimilé, mais c'est important de dire pourquoi. Comme dans le cas de Charlie Hebdo, pourquoi en fait? Pourquoi ces gens ne supportent pas l'essence même de ce qu'on est? Donc voilà. Hem, donc c'est important et je pense qu'il faut, en parler. Alors, on va passer à un autre sujet, heu, qui est un sujet à nouveau ah, je ne t'entends plus Georges. Allô? Allô, allô? Je n'ai plus le son de Georges. En fait, Pedro, tu coupes systématiquement mon micro en cliquant sur quelque chose. Je ne sais pas ce que tu fais. Voilà, Alors c'est maintenant pas je le moi. remets de force à chaque fois, mais c'est l'effet que ça fait. Donc je Je disais que dans le fil, on a Daniel Walter, qui nous remercie pour l'émission et qui nous demande si, qu'est-ce qui se passe actuellement au gouvernement allemand? Limogeage et démission, eh ben, c'est un des sujets. Donc on va faire ça, tout exactement. à l'heure. Donc, restez connectés. Exactement. Donc on va parler d'un sujet qui malheureusement est moins marrant. J'ai l'impression en plus, moi je sais pas que je C'est deviens pas très indigné, mais ce n'était pas très marrant le sujet, oui, de non mais Samuel Paty, même pas du tout. non, non, Et le je gouvernement sais allemand, c'est une situation on peut toujours rigoler comme disait, heu, être content des malheurs de l'Allemagne, mais ça va tellement mal, comme disait notre ami, Emmanuel Todd, que, parfois on peut même compatir pour l'Allemagne. bah, c'est surtout qu'à chaque fois que l'Allemagne va très, très mal, généralement ils finissent par nous envahir donc bon, faut faut faire attention et surtout que peut-être que bon, on en parlera tout à l'heure. Non, l'autre sujet et c'est un sujet, on va dire toujours, dramatique parce que ça devient tellement habituel maintenant en France que
On peut pas, justement, nier la réalité de la crise qui touche notre pays et en même temps, on a l'impression que rien n'est fait par le gouvernement, rien n'est fait par nos dirigeants et ça continue, cette hémorragie, complète. Donc c'est le cas, de Michelin, qui va fermer, le site Michelin quand même, entreprise qui fut française, hein, parce que maintenant ils ont tellement délocalisé partout qu'on se demande ce qu'ils ont encore de vraiment français, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, on se rend compte avec des salariés très, très mécontents, puisque, voilà, les salariés qui disent: «Ils nous ont pris pour des chiens», donc c'est quand même des mots assez violents, heu et ils ont, je pense, totalement raison, d'être furieux parce qu'on se souvient Continental et cetera, on a l'impression d'être dans une répétition, permanente. Qu'est-ce que tu en penses, Georges, de cette question de Michelin? Ouais, tu vois, c'est intéressant Pedro, parce que dans le fil, il y a Coco Ponk qui nous écrit que pour lui, le problème du sujet sur, Mickaël Paty, est plus profond qu'au sein de l'éducation nationale. C'est que c'est la normalisation de la violence en France et l'inactivité de nos dirigeants. Mais c'est ce qu'on disait, Coco. Mmh, Donc, il y a une déliquescence généralisée, je parlais de la responsabilité. Bah, le gouvernement, en fait, ne se sent pas responsable. Macron, ou les autres font des discours au moment où les choses arrivent et puis sur ce sujet comme sur d'autres. Donc effectivement, le mal est plus profond et là aussi, le mal est plus profond concernant les fermetures d'usines. Aujourd'hui, c'est Michelin et Cholet, enfin les usines de Cholet et de Vannes, pardon, Michelin, c'est-à-dire 1200 salariés. Alors, il faut savoir que 1200 salariés, comme ce sont des salariés dans le domaine de la production industrielle, c'est fois 3 en emploi induit. Parce que quand quelqu'un dans l'industrie perd un travail ou dans l'agriculture, eh bien, la chaîne économique s'effondre derrière. Et ça peut être des boulangers, des gens qui s'occupent des ménages, des gens qui s'occupent de l'éducation, enfin peu importe. C'est fois 3. Donc on est sur du 5000 emplois. C'est colossal pour des villes comme Cholet et Vannes, donc c'est un effondrement économique pour toute une région. Et je disais que le problème, c'est que c'est tout le temps. C'est pas la première fois qu'on a ça. Le premier qui me revient à la tête, c'est GSM. On y était allé à l'époque. Euh, voilà, les licenciements et les fermetures d'usines sont une tragique réalité depuis maintenant plus de 30 ans. La raison, c'est que nos gouvernements ont choisi des modèles non viables économiquement. On le voit avec la situation du budget, avec la dette du pays, avec la faible production dans les moments de crise, je pense à la crise du Covid. Donc ils ont choisi à la fin des années 90, gauche comme droite, que la production en France n'était pas nécessaire, qu'on allait faire du service, du tourisme, de la finance, que ça rapportait beaucoup en PIB et que la production qui rapporte peu. Parce qu'il faut savoir que quand tout va bien dans la production réelle, si vous faites des bénéfices de 3-4%, c'est vraiment le bout du monde. Mais c'est comme ça. Eh bien, ils ont délocalisé tout ça en Asie, en Extrême-Orient, en Chine, au Vietnam, en Afrique, Afrique du Nord, en Amérique latine, où les coûts du travail étaient moindres. Dans le même mouvement, on a fracturé les grandes entreprises. La plus importante, c'est la Compagnie générale d'électricité, dans laquelle il y avait Technip, il y avait Alstom, il y avait Alcatel, il y avait les chantiers navals, tout coupé. Puis après, chacune des entreprises est elle-même coupée en petits bouts. Euh, Par exemple, dans l'industrie automobile, avant, tout était intégré. Mais ils ont coupé des morceaux, ils ont externalisé en créant des petites entreprises ici et là. Il faut savoir que 80% des petites et moyennes entreprises en France sont captives d'une seule grosse usine. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était beaucoup plus compliqué de délocaliser la production de Renault quand c'était une masse compacte avec beaucoup de salariés, des syndicats et ainsi de suite, de les dégager d'un coup. Donc ça s'est fait par petits bouts
Et c'est comme ça que petit à petit, le tissu industriel s'est effiloché. Mais en plus de ça, nos gouvernants, donc je pense qu'on va revenir sur Michel Barnier, j'en parlerai plus, n'est-ce pas Pedro, après? Mmh. Nos gouvernants se sont inscrits dans la construction d'une Union européenne néolibérale qui organise le dumping social aussi bien dans le monde avec les accords de libre-échange, qui à chaque fois détruisent nos industries et nos agriculteurs, et les accords le dumping social intra-européen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient absolument rajouter déjà aux pays où les coûts salariaux sont faibles, l'Ukraine, où le salaire moyen avant la guerre était de 180 €, soit 3 fois moins qu'en Chine, et juste à côté. Délocalisation supplémentaire. Voilà la raison. Puis là-dessus, vous rajoutez la crise interne à l'Union européenne sur le coût de l'énergie, sur lequel se surajoutent les sanctions qui nous reviennent au visage. Et la bureaucratie tatillonne de l'Union européenne. Eh ben, vous avez Michelin. Michelin, voilà, sur des gens qui veulent faire des bénéfices, hein, ils reversent de belles dividendes à leurs actionnaires en produisant ailleurs, ils gagnent plus d'argent. Et comme toute la régulation européenne les autorise à le faire, ainsi que la régulation française, ben, ils le font. S'ils ne sont pas contrés, ils vont le faire. L'autre raison, c'est qu'en même temps, vous avez une bureaucratie tatillonne, stupide européenne qui demande, par exemple, l'origine du caoutchouc. Eh ben, ils vont aller ailleurs, par exemple aux États-Unis, où on ne demande pas l'origine du caoutchouc. Et enfin, le coût de l'énergie est 3 fois supérieur à de la production aux États-Unis. Et les États-Unis, nos alliés, super amis, en ce moment, font une campagne pour inciter, pousser aux délocalisations de nos entreprises. Donc les fermetures de ce genre-là, on va en avoir un paquet. On a déjà eu beaucoup, mais ça va continuer parce que Donald Trump, il est encore plus hardcore sur ces questions-là que Joe Biden, que l'administration Biden, et que donc lui, il veut réindustrialiser son pays. Il a bien raison en tant qu'Américain. On ne va pas lui enlever ça. Mais là-bas, ils n'ont pas cette administration tatillonne. C'est un pays souverain. Ils n'ont pas l'Union européenne au-dessus d'eux. Ils ont une énergie qui coûte 3 fois moins pour les entreprises euh, et, euh, euh, et une législation qui fait que une partie des cotisations patronales sont moindres. Bon, voilà, ça va fermer. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, en Et on coup n'a Stinger rien pour bloquer. On n'a aucun outil. mmh. En coup Stinger dit, «Mais la France n'a pas besoin de travailler, elle a besoin d'avoir de l'argent. D'ailleurs, je vais me faire un bol de pièces pour le petit-déj». C'est vrai qu'effectivement, si je devais être sarcastique, imaginons que je serais, le RH qui convoquerait nos dirigeants, je dirais: «Alors à quel moment vous avez trouvé intelligent de supprimer le nucléaire, du moins de l'abîmer, pour faire qui fait augmenter le coût de l'énergie? Puis, l'énergie alternative qu'on a, le gaz russe, vous décidez de vous en priver et de mettre des sanctions, tout en signant des traités de libre-échange qui permettent une concurrence déloyale et débridée avec le reste du monde, dont on sait que, de base, leurs coûts sont moindres. Donc n'importe quel salarié qui arriverait devant son chef et qui dit: «Écoutez, j'ai une très bonne idée, je saborde notre outil de production, j'augmente nos coûts et nos concurrents vont être moins chers, je pense que ça va marcher». Je pense que le mec, on le jette dans le fleuve. Et à un moment, les mecs, je pense qu'ils font même une vidéo, ils mettent une plaque, ils disent c'est une marque d'une pierre blanche. C'est pas possible, en fait. On est dans une telle nullité crasse qu'à un moment, il faut se poser la question: est-ce que c'est de la nullité ou c'est la trahison des élites telles que l'avait évoqué Montebourg ou d'autres? Et quel est le coût de cette trahison? Parce que c'est pas possible d'avoir, on va dire, Mais tu as trahison cumulé des cette élites, histoire. Mmh, tu as la trahison des élites, mmh, mais tu as la mise en place d'un système. Écoutez, quand, c'est pas pour les dédouaner, mais si mmh, vous êtes un capitaliste normal, un industriel, pas spécialement méchant, un investisseur, vous mettez 100, vous espérez gagner 101, sinon ça marche pas. On est d'accord tous. mmh, Mais si vous pouvez gagner 103, 104 ou 172, bah, vous allez là où ça va rapporter plutôt 104,
112 ou 172, non? Mmh. Sauf si vous êtes régulé, si vous êtes taxé, si on vous poursuit, comme font les Américains. Heu, ah oui, parce que j'oubliais, Trump, il a été élu. Il a promis qu'il allait rajouter des taxes de au moins 20 sur les productions européennes. Donc c'était les gars, ils vont anticiper, ils veulent vendre aux États-Unis, ils vont envoyer leurs usines aux États-Unis. Bon, passons. Enfin, pas passons, mais voilà. Mais nous, on n'a pas ça. On a fait un système dérégulé. Donc c'est-à-dire qu'on en a rencontré, Pedro, des entrepreneurs, du bâtiment, par exemple. Des petits gars du BTP qui ont leur petite boîte, à 2, 3, 4, 5 salariés, pas des gros trucs, qui font des contrats de réaménagement intérieur, de, finalisation, d'un mur, de construction d'un nouveau bâtiment chez quelqu'un, bref, des entreprises du BTP. Bah, ceux qui veulent travailler en recrutant des salariés, de France, et quand je dis des France, c'est des Français, hein. Les Français peuvent s'appeler Kuzmanovic comme ils peuvent s'appeler Mouktar, ou Jean-Claude, c'est pas le problème. Eh bien, ils n'y arrivent pas, car à côté, l'autre petite boîte fait du dumping social parce elle est autorisée par l'Union européenne en recrutant des travailleurs détachés qui bossent d'ailleurs super bien. Des, Roumains, des Polonais, des Bulgares, des Ukrainiens, légalement. Donc le gars qui veut vraiment embaucher des gars à côté de chez lui dans sa ville, ben en fait, ses contrats sont plus chers, donc il a moins de contrats, donc et ça avance pas. Et donc, au bout d'un moment, il capitule, puisque le cadre est comme ça. Et il va chercher des travailleurs détachés. Ou alors, encore mieux, comme le cadre européen complètement dingue, il crée les possibilités tout en ne bougeant pas de France, de créer son entreprise euh, ailleurs en Europe, qui permet d'embaucher des Français dans des contrats délocalisés, dans des entreprises délocalisées, je ne sais pas, en Pologne par exemple. Et personne n'est polonais, ni l'entrepreneur français, ni les salariés. Mais quand on crée un cadre comme ça, il ne faut pas s'étonner que tout s'effondre. Voilà. Euh, et je vois qu'il y a eu énormément de commentaires, donc évidemment, je n'ai pas pu tout suivre sur cette question. Non, mais je Voilà, les pense que travailleurs tout le monde est détachés servent à enchaîner la France, bah, ça c'est clair, en coup. Euh, euh, ouais, il y en a vraiment énormément. non, mais c'est surtout, en fait, je pense que tout le monde partage ce constat. Ça i On ne peut pas imaginer que nos décideurs l'aient fait par pure stupidité. Donc à un moment, c'est un choix volontaire et donc se posera la question, pour ceux qui reconstruiront la France, de traiter ce problème-là et de le traiter par la justice. Parce qu'il va falloir aller chercher, ces gens-là, on va dire, par, la peau des fesses, comme on dit. Parce qu'à un moment, c'est Mais il y a rien euh, qui justifie, ce genre de décision on a un et problème. D'ailleurs, je ne sais pas qui a fait le commentaire qui va aller se faire un bon bol de pièces. De mmh, pièces. en Coustinger. Ouais, bah, c'est assez drôle comme remarque. Vous constaterez que c'est un peu la même chose qu'on peut se dire du conflit en Ukraine. Il y en a plein qui veulent aider l'Ukraine, pourquoi pas envoyer Mmh. des armes, mais quand on les a pas, bah, des billets, des pièces de 2 euros ou des billets de 50 euros, à lancer sur les casques, ça a peu d'effet quand même, hein. Voilà. Ah, c'était Et quant à médisant. Dans Resident Evil, ils avaient des pistolets à pièce. quant Mais au bon, c'est un jeu futur et à vidéo. la reconstruction industrielle, il me semble qu'on a un léger décalage. Je crois que tu m'entends, mais genre 1, 2 secondes après que je parle. Mais je sais pas comment ça se fait, donc il va falloir qu'on fasse comme à la radio, à l'armée. Quand on finit, on fait une petite coupure parce qu'on ne matche pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un problème technique ce matin. Donc je disais, l'un des problèmes graves pour la reconstruction future, en dehors de la volonté politique qui est nécessaire, de la mise en place d'une planification industrielle de type de Gaulle, eh bien, c'est que à force de délocaliser, eh bien, on perd la compétence technique, simplement. Alors, on a de moins en moins d'ingénieurs sachant manier l'outil de travail, on a de moins en moins de, de, d'ouvriers hautement qualifiés dans des domaines particuliers. Et ça, c'est pas quelque chose qui se rattrape par décret. C'est très très long à reconstruire.
Et c'est bien ce qui est tragique dans la situation de notre pays. Effectivement, Jean-Pierre Leroux a raison. C'est de toute façon un coup des Russes. Alors Michelin, je justement, pense, c'est une opération des Russes. Il ne je peut pas y sais avoir d'autre explication, de toute façon. je sais pas si vous avez vu, parce que bon, Oui, tu ça vois, me tu as permet. Centre NGI, mais je crois qu'on va en parler justement, qui dit en plus, toutes ces entreprises ont plein de subventions. Mais on arrive dessus avec Barnier. Ça va? Juste, j'ai juste fait une boutade sur la question du complot, russe. Il y a encore, une information qui est sortie justement là-dessus, c'est, hier ou avant-hier, que les Russes enverraient des bombes partout dans le monde contre les pays qui qui, mmh, qui on va dire, soutiennent l'Ukraine. Alors apparemment, c'est des colis qui sont envoyés à des fausses adresses. Donc c'est un peu cocasse parce que quand tu envoies des si tu veux faire des dégâts et donc ils prennent feu dans les Mmh. locaux de DHL et franchement, à un moment, faut arrêter. C'est-à-dire que là, bon, il y a des gens qui ont été arrêtés. Je ne nie pas que le fait qu'il y ait quelques dingos qui puissent envoyer des colis, piégés et cetera. Mais là, ils mettent en cause, l'État russe. Heu, bon, c'est un peu grotesque, mais on en avait parlé Ouais, hier. c'est grotesque, Voilà, mais au c'était cas pour la où boutade. c'est grotesque, mais au cas où ça arriverait, il faut bien comprendre que Mmh, c'est une déclaration de guerre si les Russes faisaient ça. mmh. Un État peut pas envoyer des colis piégés dans un autre État. Oui, Bien, non mais s'il le faisait réellement, mmh. je vois pas bien l'intérêt, de faire ça réellement, mais posons qu'il le fasse réellement, bah, c'est une déclaration de guerre envers le pays qui reçoit les colis piégés. On est bien d'accord? Voilà, donc si c'est vrai, j'espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires. Oui, Mais oui, tout à évidemment, c'est fait. débile. Mais c'est juste que ça tombe toujours, tu vois, à des moments, opportuns. Ah, les élections, américaines et cetera. Parce que concrètement, si on parle d'efficacité, franchement oui, vas-y, dis? Je voulais réagir un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires, c'est dommage de les rater. Il y a Courbe qui écrit, ce que tu as dit, que le Montebourg avait dit à la commission d'enquête sur l'effondrement, sur le manque de souveraineté de l'énergie française, il avait dit que le prix de la trahison, c'était 15 millions d'euros, ce qui est pas très cher en vrai. Pour un grand patron, pour trahir, son pays. Heu Quelqu'un qui au-dessus écrit, en dessous Orlot. Comment se fait-il que l'ENA forme autant de traîtres? Et Jean-Baptiste Chevalier qui répond: «Faut comprendre que nos élites n'agissent pas pour l'intérêt du pays, mais pour les intérêts particuliers. C'est bien de la trahison». Alors effectivement, c'est la trahison. Mais le problème, c'est pas l'ENA, c'est qu'est-ce qu'on y enseigne et dans quel cadre on forme les citoyens, enfin les citoyens qui vont devenir des dirigeants par l'ENA, dans quel cadre on les forme? Si on les formait, on pourrait parfaitement les former à autre chose, à un autre rapport à l'État, à un autre rapport aux citoyens, mais c'est pas le cas. Le cadre global est un cadre néolibéral et en plus néoconservateur atlantiste, et donc évidemment, ceux qui en sortent sont néolibéraux et néoconservateurs atlantistes en moyenne, et donc font les politiques, à la Macron. Mmh. Mais je vois que tu ris, Pedro, tu as quelque Oui, chose de parce que faire rire considérablement. je vais rétablir mon honneur. Non, je ne considère pas que les films Resident Evil avec Mila Jovovich étaient des bons films. Mais par contre, dans le jeu, on avait bien un fusil avec où on pouvait tirer avec des pièces. Je m'en souviens. Je ne sais plus si c'était dans le 4 ou le 5, mais ça, c'est pour, les références cryptiques des fans de jeux vidéo. Heu, revenons à nos sujets. Donc on a aussi, Auchan qui a annoncé, parce que justement on parlait du management à la française et de l'intelligence de nos dirigeants à prendre les bons choix, et on a Auchan aussi qui annonce, un plan d'ampleur, sur, les supermarchés. Alors on pourrait, considérer que c'est un problème structurel, lié à la France, mais dans ce cas-là, c'est un peu différent parce qu'on se rend compte que Leclerc, Lidl, allemand, qui est en train de performer beaucoup en France, marche bien, mais que Auchan, probablement en distribuant trop de dividendes, en étant trop gourmand sur ses marges et cetera, n'a pas été forcément très bien géré, ce qui aboutit à, des milliers d'emplois, qui vont être perdus. On est sur, 2 389 emplois, donc 2400, comme ouais. ouais, comme tu l'as dit Georges, c'est toujours très important de répéter, les emplois indirects. Parce que tous ces salariés vont manger le midi. Bah, s'ils vont plus manger le midi,
bah, les restaurants, qui les faisaient manger, bah, ont une perte de chiffre d'affaires, donc potentiellement vont devoir réduire leur personnel ou fermer. Ces gens ont des nounous, ont des gens qui gardent leurs enfants, même chose. Ces gens-là n'auront plus de travail et ainsi de suite. Ce qui fait que la perte d'emploi indirect est souvent colossale, en fait et c'est comme tu dis, je crois qu'en Île-de-France, le ratio, c'est même plus fois 3, c'est fois 5, tellement c'est imbriqué. Donc effectivement, il faut imaginer le nombre de gens que ça va affecter, de foyers. Mais c'est surtout, voilà, on est dans une absence de remise en cause à chaque fois du management et du patronat français qui cumule les mauvaises erreurs. On en avait parlé il y a pas si longtemps que ça avec, Stellantis, où on a l'impression Ça serait qu'effectivement bien en s'ils bon pouvaient cumuler les mauvaises erreurs. j'ai pas C'est une entendu. blague, mais bon. Tu as dit qu'ils cumulent les mauvaises erreurs. Juste, je rigole. Ah oui! S'ils pouvaient cumuler les mauvaises erreurs, c'est-à-dire les bons choix, ça serait bien. Effectivement, merci pour la remarque. Mais voilà. Et en plus, les prix, chez Auchan sont assez hauts, contrairement à Lidl, selon Hugues, effectivement. Et il faut savoir un truc, justement, c'est assez marrant, Lidl, c'est une entreprise familiale, c'est pas coté en bourse, ce qui fait que, bah, ils sont, plus efficaces capitalistiquement que, certains groupes français. Bon, bah, c'est très particulier la grande distribution. Bon, ce qui est important, c'est de lamenter pour les salariés. Je ne pleurerai pas pour les dirigeants et justement, ça en revient, à Michel Barnier qui, hier, s'est posé la question: «Mais où est l'argent Et public qu'on leur qui a donné?» permet d'être c'est Happy Fouchoku qui a écrit: «Il préfère virer des gens que baisser les dividendes». Donc vas-y avec Barnier, justement, on tombe dedans pile. Voilà. Et donc d'un seul Vas-y. coup, on a un gouvernement qui découvre qu'on a abreuvé et c'est aussi dans le cas de Michelin, on a donné énormément d'argent public à ces gens-là et heu, au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces gens-là n'ont aucun sens patriotique, rien, prennent l'argent, s'en mettent plein les fouilles, versent plein de dividendes et ne font rien. Ça me rappelle en 2009, au plus fort de la crise, financière, les banques qui avaient été renflouées par l'État français, qui versaient des bonus aux traders qui les avaient mis dans la merde et ça, c'était le summum. C'est-à-dire qu'on payait pour des traders qui avaient fait n'importe quoi, mais parce que, alors soi-disant machin, alors je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait grand bruit et les banques ont caché ça, ont reporté sur les exercices, suivants et cetera. Mais voilà. Alors, beaucoup de gens on va pas faire du il y a Georges qui me fait rire, effectivement, il dit que je m'emporte beaucoup, dans mon verbe. Hem, oui, donc, effectivement, on va pas faire de pub, pour, les différents supermarchés, mais c'est vrai que dans le cas d'Auchan, on peut se poser la question de la politique, de gestion de l'entreprise, surtout quand on voit les prix qu'ils pratiquent aux producteurs, hein. Faut pas oublier que derrière, il y a des petits agriculteurs qui souffrent, qui vendent, pour rien leur production, qui sont revendus et qui nous seront vendus très cher. Donc, tout ça pour enrichir, des dividendes de gens qui ont pas grand chose à faire de la France. Donc, qu'est-ce que tu penses de Michel Barnier qui se réveille, Georges? Mais j'en pense, à peu près la même chose que pour, le procès Mickaël Paty. C'est vraiment une farce et de la communication. Alors oui, c'est bien que le Premier ministre, aille, dans l'hémicycle demander, où est l'argent public qu'on leur a donné? En rappelant que c'est terrible, il y a 2 plans sociaux, 2 400 postes, supprimés chez Auchan, 1 200, chez Michelin, comme on l'a dit. Heu et le Premier ministre a quand même dit qu'il voulait savoir et que vous avez vu, il avait un ton, sévère, hein, il veut savoir qu'est-ce qu'est devenu, l'argent public qu'on leur a donné? Mais c'est très bien Michel Barnier, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent public qu'on leur a donné? Michel Barnier, on croirait que c'est un jeune homme de 25 ans, qui vient de commencer la politique et qu'il a pas 73 ans et qu'il est pas là depuis 50 ans. Michel Barnier a fait ce système. Michel Barnier, pour la France, est un des rouages de cette construction néolibérale européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, à l'Union européenne.
Il fait partie de tous ces gens-là qui ont mis ça en place, ce système dérégulé et cette distribution d'argent, de l'État aux entreprises. Michel Barnier, Premier ministre, ancien ministre, commissaire européen, enfin bon, il y a eu toute une série de postes, sait très bien quel est le niveau de versement, de l'argent public aux entreprises. On est à plus de 200 milliards par an. D'abord, il y a 80 milliards d'aides discrétionnaires. C'est pas vraiment contrôlé, sachant que 60 milliards sur les 82 milliards vont à des multinationales qui n'en ont pas besoin pour survivre et qu'on a 22 milliards qui sont rationnels en plutôt, parce que ça va à des petites et moyennes entreprises, à des artisans, pour qu'ils tiennent le coup. Exemple, ce qu'a fait Emmanuel Macron au moment de la crise énergétique et les surcoûts colossaux que ça impliquait pour toute une série d'artisans, comme les artisans boulangers. Ok, là c'est normal, le gouvernement soutient l'activité économique et évite les faillites. Mais le plus gros de ces 82 milliards, ce sont des cadeaux pour ceci ou cela aux grandes entreprises sans contrôle. Et c'est bien sur ça qu'il faut insister. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Donc il veut savoir, Barnier. Mais Barnier, il a mis un système sans contrôle. Et c'est ce que veut l'Union européenne. Et puis, il y a les 120 milliards du CICE. Le CICE, c'est quelque chose qui a été mis en place quand on est passé à l'euro. Parce que l'euro, tel qu'il est, au niveau où il est, sans qu'on ait de souveraineté sur notre propre monnaie, est nuisible à la compétitivité de nos entreprises. C'est comme ça depuis le début. S'il n'y avait pas ces 120 milliards, on aurait fermé encore plus d'entreprises. Mais on est quand même dans une logique démente. On dépense 120 milliards. Imaginez 120 milliards sur 20 ans, combien ça fait? On a quasiment aux trois quarts de la dette cumulée de la France parce qu'on s'est mis dans un système monétaire, l'euro, qui est nuisible au pays. Donc ces gens-là sont très amusants, ils sont très sympathiques, ils roulent des yeux, ils secouent le doigt comme ça, ils ont l'air courroucés dans l'hémicycle, ils font des grands discours en place de la Sorbonne pour dire plus jamais de Samuel Paty. Ça, ils font très très bien ça. Ils maîtrisent parfaitement le. Ce sont des acteurs. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des acteurs. Et mais ils ne font rien. Et ce qu'ils devraient faire, plutôt que de faire semblant de vouloir savoir où est parti l'argent public, c'est très bien l'argent public qui est parti dans les dividendes des actionnaires. Voilà. Il est parti là, l'argent public. Eh bien, ils devraient plutôt réguler et dire merde aux dérégulations de l'Union européenne et avoir un État qui est fort et qui fait son boulot d'État. Et que quand il aide les entreprises, eh bien, ça doit être contrôlé et rapporter quelque chose à la France. Par exemple, nous, quand, sur le volet République souveraine, on a une proposition de défiscalisation totale. C'est une aide pour toutes les entreprises de nouvelles technologies pendant 5 ans. Mais à une condition, contrôle, que les emplois et les investissements soient faits en France. Et pas comme c'est fait de manière absurde, comme par exemple le crédit impôt recherche, le CIR. Sanofi gagne ça en licenciant des chercheurs en France pour ouvrir des laboratoires de recherche aux États-Unis. Et pour ça, il reçoit de l'argent du crédit impôt recherche. Voilà. Donc, Barnier sait très bien ce qu'il en retourne. Mais Barnier voilà, fait de la com à l'Assemblée nationale. Alors, c'est bien pendant 2 minutes, mais s'il n'y a pas de bonnes décisions qui sont prises, eh bien, ça ne sert à rien. Et Je vais te oui, raconter. Brigitte Costa, la France est une sorte de cirque grotesque. Je vais vous raconter, je vais vous partager une expérience de l'époque où j'étais patron. À l'époque, c'était au moment du lancement de la French Tech. Donc, si je me trompe pas, c'était encore Oseo, c'était pas la BPI. Et donc, on avait le patron d'Oseo qui avait invité les patrons des entreprises, donc de la French Tech, et qui commence donc une présentation où il nous explique comment financer une entreprise en France. Et il dit: «La première étape, c'est prendre l'argent gratuit». Et je vous jure, cette phrase est restée dans mon cerveau. J'ai dit: «Quel argent gratuit?» L'argent gratuit pour le président à l'époque d'Oseo, donc qui était devenu BPI France. C'est-à-dire la banque d'investissement public. L'argent gratuit, c'est l'argent de vos impôts.
distribués gratuitement aux entreprises. Et donc, il disait que pour toute société, à l'époque, alors on parle d'une situation en 2012-2013, hein, donc ça a peut-être évolué depuis. On disait que on pouvait prendre 500 000 € d'amorçage d'argent gratuit. C'est-à-dire que sans avoir trop à justifier, vous arriviez, vous montiez 2-3 dossiers et vous partiez avec 500 000 € d'impôts comme ça. Voilà. Ça, c'était la France. Alors, c'est très bien quand on est entrepreneur, on est très content, mais c'est quand même l'argent des impôts et quand on voit sur le nombre d'entreprises, combien, ont vraiment utilisé à bon escient cet argent, bah, c'est quand même très problématique et je n'ai moi personnellement, pour à chaque fois que j'ai eu le CIR, puisque j'ai eu plusieurs fois, jamais de contrôle, jamais. On n'a jamais demandé: «Est-ce que, on s'est trompé?» ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est je me suis permis de partager cette expérience, mais c'est la réalité. L'argent gratuit et donc quand vous dites ça à des entrepreneurs, ils finissent par le croire, que l'argent de l'État est de l'argent gratuit. Bah non, c'est de l'argent qui ne va pas aux écoles, qui ne va pas, heu aux crèches, qui ne va pas au système de santé. Donc cet argent est tout sauf gratuit. Donc c'était criminel de le dire de cette manière-là. On a, Centre NGI Mmh. qui nous écrit: «Les contrôles ne marchent jamais, ils sont experts pour détourner toutes les régulations». Alors oui, Centre NGI, il y a des gens dont c'est la profession, des avocats, des fiscalistes, OK. Mais c'est d'autant plus facile que le cadre général leur permet de contourner des régulations qui n'existent même pas. Prenons les États-Unis, qui n'est pas spécialement un pays de bolcheviks, encore une fois, d'horribles communistes couteau entre les dents. Eh bien, quand ils ont décidé que tous les ultra riches américains devraient déclarer leurs avoirs dans les autres banques en menaçant, y compris les banques suisses, de rétorsion si elles ne déclaraient pas qu'est-ce qui était sur les comptes de leurs multimillionnaires ou milliardaires russes, américains, pardon, eh bien, ils feraient des sanctions d'État contre ces banques-là. Résultat des courses, ils ont récupéré tous leurs millionnaires et multimilliardaires, qui restent d'ailleurs toujours millionnaires et multimilliardaires, et qui, bien qu'ils ont des systèmes de défiscalisation, ont été obligés de venir au pot de l'impôt demandé par le gouvernement américain. Donc encore une fois, si les régulations ça marche, et puis c'est comme le voleur et le policier, il y a des voleurs qui réussissent à cambrioler, mais c'est quand même et plus compliqué si vous avez une police efficace avec suffisamment de personnel pour protéger les citoyens. Et bien c'est pareil avec les régulations d'État. Hein, je rappelle que là, on a non, je ne rappelle pas parce qu'en fait, il faudrait qu'on refasse une émission spécialement sur les douaniers, mais ils ont créé un open bar pour qu'il y ait plus de contrôle, sur les douanes. Ils limitent le nombre d'agents, pour la collecte des impôts. L'équipe qui s'occupe des grandes fortunes, c'est ridicule, ils sont 27. 27, le nombre de personnes, à Bercy qui s'occupent de la traque des très, très grands fraudeurs. Ah évidemment, dans ces conditions, c'est quand même beaucoup plus facile de contourner la loi. Alors j'ai vu que Centre NGI, disait que dans les systèmes libéraux et les néolibéraux ne versaient pas d'argent, aux entreprises privées. Ça, c'est une vue de l'esprit, hein. Dans les régimes, libéraux et néolibéraux, ils ont souvent aussi des copains et il y a souvent beaucoup de cadeaux. Alors peut-être pas sous forme de subventions directes, mais souvent sous forme d'exonération parce qu'on va dire il y a l'argent qu'on vous donne et l'argent qu'on vous prend pas et là-dessus, je il y a pas vraiment de système, sur ce côté-là, je ne pense pas que les libéraux soient, si bons que ça puisque c'est en poussant le libéralisme en France qu'on est dans cette situation-là. Puisque justement en l'absence de on laisse faire comme on dit, en faisant confiance et cetera et c'est pour ça qu'il y a plus de contrôle. Donc c'est vrai Non, que c'est pas simple sans NGI, mais il faut, voilà, il faut, comme dit Paty, plus de contrôleurs, d'inspecteurs du travail, plus d'inspecteurs des impôts, et puis une régulation un peu sévère. Parce que nous, on connaît personnellement des gens qui font la traque, des grands, criminels enfin, des grands fraudeurs financiers. Quand après de longues enquêtes, parce que justement, le système actuel leur permet de contourner, il est prouvé qu'ils ont fraudé 200-300 millions, bah, qu'est-ce qui se passe?
Leurs avocats appellent Bercy, puis se mettent d'accord sur la rédaction d'un chèque. Voilà. Ils sont même pas sanctionnés. C'est ça qui est délirant. Allez, voilà, en tout cas, Michel Barnier, c'est bien. Il se rend compte qu'il y a un problème avec l'argent public. La lumière est arrivée, enfin, à son cerveau au bout de 50 ans. C'est intéressant. Bah, c'est normal, on n'a plus de nucléaire, donc ça va doucement, on n'a plus de gaz, donc il Mais se si, on passer a des toujours du hamsters dans les nucléaire. roues. C'est toujours, 50 de la production électrique en France, Pedro. On a du nucléaire. Oui, je Il sais, faudrait juste je sais, je sais. l'affaiblir. Alors, on va passer à un autre sujet qui alors, on est tombé sur CNews qui a une sondagite aiguë, donc ils aiment bien faire des sondages, mais ils parlent d'un sujet dont on a évoqué, ces jours-ci, qui est la mexicanisation de la France. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la mexicanisation de la France, Georges? Et effectivement, on voit que 71 des Français pensent effectivement, partagent ce constat. Alors la mexicanisation, c'est, un terme, disons plutôt populaire qui est en train de s'imposer dans le langage courant et c'est vrai que c'est important de préciser. Il fait évidemment référence à la situation au Mexique, où les cartels sont devenus, un État dans l'État et où les interconnexions avec le pouvoir sont telles que c'est très, très, très difficile de s'en débarrasser. Heu et c'est un petit peu ce qu'il se commence à se passer en France. À savoir, d'abord, les quartiers dits perdus de la République, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de zones hors de contrôle des pouvoirs publics, où la régulation de la vie sociale est assurée, eh bien, soit par des groupes religieux, ça peut être par exemple des salafistes, mais souvent par des groupes mafieux qui gèrent. On a vu le cas caricatural récemment, avec l'organisation d'une fête foraine. Les habitants étaient très contents, mais c'est la mafia locale qui faisait ça. L'autre aspect, en en plus de la perte de contrôle du territoire, c'est la corruption des pouvoirs publics et des élus. Et les cas augmentent, car quand vous avez beaucoup d'argent provenant du crime organisé, en particulier de la vente de drogue, eh bien, ça vous permet de trouver des élus qui, ferment les yeux. S'il y a une aide pour une élection, heu, ou une petite enveloppe de billets, qui passe, au bon moment. Ça, c'est le plus grave, syndrome de la mexicanisation. C'est la corruption, de certains agents publics et de certains politiciens. Or, c'est en train de gangréner la vie de certains quartiers. Alors c Et enfin, la troisième phase, c'est la constitution d'armées privées. Puisque, au Mexique, les plus célèbres sont les États, mais c'est pas les seuls. Il y a le cartel de Sinaloa, enfin bon, ils ont tous des armées privées de plusieurs milliers d'hommes. Souvent, alors ça va avec la corruption, des anciens militaires qui les rejoignent. C'est pas juste des pistoleros, complètement, incompétents en termes, militaires. Ça, à la fin, ça devient de véritables armées, heu, qui peuvent affronter les unités d'élite, de l'armée mexicaine et ça arrive régulièrement. Alors, on n'en est pas encore là. Là, on est dans la première phase, heu, de de ce phénomène, mais la première phase, c'est l'armement massif en armes de guerre, et bien de ces mafias qui contrôlent des quartiers entiers et ça, on y est. On le mmh. voit avec, on en a parlé, le déferlement des kalachnikovs, entre autres, qui sont pas très chers, qui ont l'air de devenir, ça s'appelle la guitare, paraît-il, à Marseille et qui deviennent maintenant le moyen de règlement, des conflits. Heu et c'est pour ça qu'on dit qu'il est urgent que les pouvoirs publics et le gouvernement se saisissent du problème avant que ça ne dérape trop et il y a un moment de bascule, heu, qui est arrivé au Mexique, où la corruption est devenue telle qu'elle atteint des ministres, des généraux, des responsables de l'armée, des chefs de prison, où, le niveau de d'armement, transforme, les chefs de clan, en, limite gouverneurs de province, de facto.
On n'en est pas encore là, mais c'est en voie de mexicanisation et alors je ne sais pas comment sont faits les sondages sur, CNews, je ne pense pas que ce soit la méthode la plus, rigoureuse scientifiquement, mais néanmoins, les Français ne sont pas stupides et ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de différent dans le crime organisé aujourd'hui, c'est cette mexicanisation par rapport au crime organisé il y a encore 20 ans. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est souvent un angle mort, de beaucoup de gens, sur la question du crime organisé, c'est le rôle social du crime organisé. Pendant la crise sanitaire en Italie, les entreprises qui avaient, des problèmes de prêts, c'était la mafia qui venait leur prêter de l'argent sans intérêt. Dans les favelas à Rio, quand il y avait pas de service public, et pas de comment ça s'appelle? De médecins ou trucs comme ça, c'était les, barons de la drogue qui filaient les médicaments, qui s'arrangeaient pour qu'il y ait des rendez-vous pour les familles, de leurs, des gens du quartier et donc généralement, le crime organisé prospère là où il y a un recul drastique de l'État. C'est-à-dire qu'ils occupent le vide laissé par l'État. Si les services publics déconnent, bah, d'un seul coup, bah, c'est, le crime organisé qui va reprendre la main et qui sait entretenir sa population. C'est le cas de la fête foraine. Alors j'ai vu ici des tombolas, qui sont mentionnés en Isère et cetera. Mais il y a, intrinsèquement et d'ailleurs il y a, C'est Happy Fouchoco qui nous parle de Tombola. tout à fait, il y a, c'est même Et documenté, Jean-Pierre hein. Leroux, ils utilisent les mêmes méthodes que les grandes surfaces, les promos par exemple. Ah oui, oui. Oui, oui, mais tout à fait, mais en fait, c'est souvent quelque chose qui est, on voit le crime organisé que comme des méchants avec des couteaux dans les dents, mais ils occupent un rôle social lié à on va dire, un État qui n'existe plus et c'est pour ça que Si des on le cas le plus incroyable qui m'a été, raconté, c'est un spécialiste heu, de la traque des trafics internationaux, à l'ONU, qui est colombien. Il m'a parlé du cartel de Medellín, à l'époque où, c'était le cartel. Bah, quand il parle de la ville de Medellín, il était lui-même obligé de constater qu'il faisait mieux vivre qu'ailleurs, en Colombie. Ils avaient installé des écoles, des centres commerciaux, un repavé zoo. la rue, hein, un zoo, enfin, oui, c'était devenu l'État, en fait. Bon, voilà, ça à ce stade-là, c'est fini. Il faut attendre qu'ils prennent définitivement le pouvoir et qu'ils réorganisent, le pays. Mais voilà, c'est la pente qui est prise et effectivement, comme c'est noté, par certains, hem, pour une partie de la gauche, c'est un non-sujet, c'est Borde. Gérard nous dit: «Une grande partie de la gauche est complètement hors sol par rapport à ce problème». Oui, c'est terrible, elle est hors sol. Mais pas toute la gauche, hein. Nous, on a aussi nos référents et on salue Jean-Baptiste, c'est, Georges Clémenceau. Georges Clémenceau avait aussi lutté contre le crime au début du XXe siècle, en créant les brigades du Tigre et en mettant un grand coup, dedans. C'est toujours possible, Alors tout en étant de justement, gauche. on voit que il y avait 71 des Français qui étaient considéraient que la France se mexicanisait, mais il y en a que 69 qui estiment que le gouvernement ne prend pas assez en compte leur sécurité. Donc je pense peut-être que les 2 autres c'est parce qu'ils aiment beaucoup les tacos et les burritos et ils ont pas compris le sondage ou il y a un truc bizarre parce que je ne pense que c'est souhaitable nulle part, une mexicanisation. Mais bon, on est dans la marge d'erreur. Mais dans tous les cas, on voit que c'est un vrai sujet. La sécurité est un sujet majeur de préoccupation des Français. Et je vous cache pas, on le ressent très fort quand on part à l'étranger, qu'on peut prendre le métro, qu'on n'est pas sous la pression des pickpockets, de la petite criminalité, et cetera, et qu'on revient en France, en particulier à Paris, et que d'un seul coup, on retrouve cette chape de plomb. Et c'est vrai qu'on n'est pas censé être un pays sur lequel ça se passe. Ce genre de choses arrive. Et donc, c'est d'autant plus grave. C'est-à-dire qu'on est un pays qui, théoriquement, fonctionne bien. On a des institutions qui sont théoriquement censées bien marcher. On n'est pas un pays qui vient d'une guerre civile de 50 ans comme l'Angola. Et ben, l'Angola marche mieux que la France. Il y a moins de risques, si vous allez, à Luanda, comment ça s'appelle? La capitale de l'Angola, tout est propre, tout est parfait et pourtant c'est un pays qui est sorti d'une guerre civile monstrueuse avec, des gens amputés de partout et des mines antipersonnel partout.
Voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut en prendre en compte et la gauche prend pas assez en compte ce problème qui empoisonne la vie des Français. On le voit tous les jours avec les faits divers et cetera. De toute Donc façon, tant que la gauche, prendra pas en charge ce sujet, et les questions de régulation d'immigration, il y aura pas de victoire. C'est aussi l'enseignement des élections aux États-Unis. Mais on va en reparler après. et justement, tu me fais une OK. bonne transition. Oui, vas-y, tu veux dire un Non, non. Justement, ça me fait une bonne transition parce que justement, comme je parlais de CNews et sa sondagite aiguë, Juste attends, faut que je fasse une remarque. mmh, Marco, je vous adore. Vous connaissez Bernard Traven. C'est un de mes écrivains préférés, écrivain d'origine allemande qui écrivait en anglais. On lui doit entre autres Lors de la Sierra Madre, qui était un très très beau film avec Humphrey Bogart. Mais il a écrit sur les paysans mexicains et les pauvres, euh, des livres magistraux et surtout un grand, grand, grand livre qui s'appelle Rosa Blanca. Si vous voulez comprendre ce qu'est le colonialisme, le néocolonialisme et le capitalisme appliqué aux petites gens du Mexique, il faut lire absolument Rosa Blanca. C'est un roman génialissime. Voilà. alors je vois quelqu'un qui dit, «Mais en Angola, si on manque de respect à un policier, on est mort», alors qu'en France, si on roule sur un policier, on reste un rappel à la loi. Oui, malheureusement, Et puis ça c'est rejoint ce qu'écrit Galicie. Les commerçants s'organisent dans certaines villes pour avoir une sécurité privée pour protéger les commerces et les clients. Et oui, mais ça aussi, c'est un phénomène qui nous le pend au Mexique. nez et qui est celui d'américanisation. C'est les gated communities, c'est les gens qui assurent eux-mêmes leur sécurité. Bon, évidemment, c'est un grand n'importe quoi, vu le nombre de morts que ça entraîne, tant chez les criminels que chez les citoyens honnêtes. Mais de toute façon, c'est assez étrange parce que les gens disent: «Oui, que l'immigration et la sécurité, c'est un concept d'extrême droite». Il y a pas de liberté sans sécurité. Un citoyen qui n'est pas en sécurité n'est pas libre. C'est-à-dire on aura peut-être on a peut-être l'autorisation de Je sortir crois que c'était de l'humour de la part d'Adrien. Il paraît, justement. C'est vraiment les débiles qui oui, considèrent oui, que. non mais il y a des gens qui pensent ça, que dès qu'on touche, sécurité et migration, c'est des sujets d'extrême droite. Non, c'est des sujets sociaux importants. Et donc par contre, là, on va parler de l'américanisation des esprits. Donc j'ai trouvé très cocasse que CNews pose la question aux citoyens français: «Est-ce que vous êtes satisfaits de la victoire de Donald Trump?» Alors soit CNews pense que Donald Trump est le président de la France, mais il y a un côté, assez absurde, alors qu'on est en France, qu'on n'a pas à se satisfaire ou pas de l'élection d'un président américain. Mais ça montre à quel point, ils nous ont vampirisés culturellement parce qu'on en est à savoir à donner notre avis, est-ce que c'est bien ou pas? Alors qu'en vrai, les 2 vont nous bouffer, quoi. Ça aurait été Harris ou Donald Trump, ils je pense qu'eux, ils en ont rien à faire des élections en France. Mais là, on a un exemple parmi beaucoup d'autres, hein. Hier, ça a été le festival entre les Français pro-Trump et les Français pro-Kamala Harris, du grand n'importe quoi, des deux côtés. On a là un effet du fait que on ne pense pas de manière rationnelle et pragmatique, c'est-à-dire réaliste, de la politique, en particulier la politique internationale, mais de manière idéaliste et en fonction de valeurs. Donc pour certains, en particulier CNews, ah, Trump a été élu, c'est super. Pour d'autres, c'est la catastrophe. En fait, sans analyser ce qui est au fond des choses, ce qu'est l'État américain, quels sont ses intérêts, et que donc, comme tu as dit, ces intérêts seront toujours défendus par leurs dirigeants, qu'ils soient de gauche ou de droite. Par contre, les nôtres sont pris de passion par l'élection dans un autre pays. En fait, la bonne attitude, c'est à considérer les États-Unis comme un bloc géoculture, pardon, comme un bloc géopolitique particulier, comme une culture particulière tout à fait intéressante, comme un partenaire commercial potentiel, comme un partenaire scientifique, et travailler avec cette entité géopolitique, quel que soit le dirigeant qui est à sa tête. C'est l'enseignement, là encore, du général de Gaulle, qui faisait ça avec l'URSS. Bien évidemment que le général de Gaulle n'avait pas de passion idéologique, je veux dire, pour Brejnev ou Staline, mais il travaillait avec l'URSS.
Et il ne se posait pas la question: «Est-ce que je suis content que Brejnev ait été nommé, patron de l'URSS ou que ce soit le tsar?» C'est ou alors il peut avoir un avis, mais il ne le manifestait pas de manière publique comme le font la plupart de nos, politiciens qui hier se sont livrés à, ce genre de commentaires complètement ridicules, en particulier sur Twitter. Donc voilà, CNews, est Oui, content et il fait voter les gens parce qu'il dit: «Ah Trump, c'est super, Trump a été élu». et Ben, vous verrez que ça ne changera pas grand-chose pour la France. Vous ne devriez pas être contents, ceux qui sont contents, parce que Trump continuera à appuyer sur l'accélérateur de notre, inféodation au gaz liquéfié américain et sur, et bien, le fait de pousser l'ambassadeur des États-Unis à faire délocaliser nos entreprises vers les États-Unis. alors ça me permet d'enchaîner puisque tu parles de nos élites qui commentent l'élection américaine. Sur un tweet que tu as fait hier et avant, que je partage cet écran, je remercie les vous êtes sur les en global, vous êtes plus de 700 à nous suivre, donc on augmente, notre audience au fur et à mesure. Hem, donc Georges a fait un tweet hier sur un certain Jordan, Jordan, le youtubeur, de Call of Duty comme on l'appelle dans les milieux autorisés, qui, justement, lui, donc je vais lire le tweet de Georges: «Ah, le Rassemblement national est passé en mode von der Leyen. L'élection de Donald Trump a une conséquence amusante. En Europe, gauchistes et droitistes courent dans tous sens comme des poulets sans tête en bramant Europe, Europe, protégez-nous du mal.» Donc effectivement, le RN, parti qui soi-disant, voulait prôner la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et cetera, maintenant est à fond, on dirait, vers la fédéralisation ou je ne sais quel projet stupide européen. Qu'est-ce que tu en penses, Georges? Ouais, et j'en pense ce que j'ai écrit, hier, encore une fois, c'était le festival de gens incapables de penser leur pays de manière indépendante, mais doublement. D'abord, c'est, joie immense parce que Trump a été élu ou panique parce que Trump a été élu. Normalement, comme disait le général de Gaulle, ça devrait en toucher une sans bouger l'autre, hein, voilà, et faire avec, ce qui sort du chapeau. Hem, l'autre manque d'indépendance et de pensée indépendante, c'est que beaucoup, donc y compris Bardella, disent: «Mon Dieu, il faut plus d'Europe, et il faut qu'on aille dans l'Europe pour se protéger de je sais pas quoi, en fait». Parce que les principaux problèmes qui font que nous sommes dans la situation dans laquelle on est, c'est la forme de la construction européenne telle qu'elle a été prise. C'est-à-dire néolibérale, totalement atlantiste, inféodée à l'OTAN. C'est-à-dire le fonctionnement général de l'Union européenne, en particulier sa chef, Madame von der Leyen, c'est d'être inféodé géopolitiquement et donc économiquement aux États-Unis. Donc plus de cette Europe-là, ça ne va pas nous aider, que ce soit Trump ou Kamala Harris, c'est totalement, absolument, totalement secondaire et ça montre un peu la courte vue de ces politiciens. Maintenant, c'est encore plus grave pour la France insoumise et Jordan Bardella. Pourquoi je parle des deux? Parce que Jordan Bardella est le chef de file du Rassemblement national au Parlement européen et le chef de file de la France insoumise au Parlement européen, c'est Madame Manon Aubry. Eh bien, on a vu au moment de l'élection, de la réélection de Ursula von der Leyen euh, à la tête de la Commission européenne, l'embrassade enjouée et ravie de Manon Aubry avec Madame von der Leyen. C'est complètement décalé par rapport à ce que défendait à une époque la France insoumise. Et maintenant, Jordan Bardella, dont le parti voulait, il semble, une France souveraine, à moins que j'ai raté quelque chose, il y a des drapeaux français partout au Rassemblement national. À une époque, il parlait même de sortir de l'UE et de l'euro. Bon, et ben maintenant, on est dans plus d'Europe pour nous protéger. Bon, Jordan Bardella, lisez le traité de l'Union, lisez le traité de Lisbonne, vous verrez que je crois qu'il l'a pas lu en fait. Et s'il le Les lisait, il verrait combien son tweet n'a aucun sens. Voilà, aucun sens.
Si, je crois qu'il était plus efficace en joueur de Call of Duty, qu'à lire des textes, heu, on va dire, juridiques européens. Mais oui, non, je pense que tu as totalement raison. C'est un peu la fête du à celui qui va faire le plus de zèle: «Défendons l'Europe, construisons l'Europe». Alors entre Macron, et tout le monde, on voit bien vers quoi tend le projet des uns et des autres. Pas forcément pour les mêmes objectifs, mais de ce côté-là, personne n'a dit: «Beh, tiens, c'est peut-être une leçon pour nous, Français, de refaire la France, en fait». Non? Alors tu es critiqué Oui, je pour vois, ton je in rigole. Alors, je suis désolé, il y a Hypatie qui me fait une petite pique, oui, sur, mon état de fatigue, avec X nuits sans sommeil ou presque. Alors, hier soir, j'ai bien dormi, peut-être pas assez, mais je vais rattraper ça. Donc effectivement, ce n'est pas une citation du général de Gaulle qui était c'est l'amoureux des pommes qui disait ça. beaucoup plus, châtié dans son langage, bien évidemment. C'est, Jacques Chirac. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est lui, à lui on doit une autre, formule célèbre: quand les merdes arrivent, elles volent en escadrille en général. Donc oui, c'est pas le général de Gaulle, donc vous avez parfaitement raison. Désolé pour cette erreur. Jean-Baptiste Chevalier nous dit que ce sont les limites du souverainisme du RN. Bah, exactement. Comme ce sont les limites de la volonté, de la gauche de renouer avec, la justice sociale. Tant que c'est dans l'Union européenne, néolibérale, c'est une farce, sans nom. Voilà. Borde nous écrit que le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, qu'on salue, qu'on aime beaucoup, avec qui on a travaillé plusieurs fois, est un des seuls partis de gauche à être pour la sortie de l'Union européenne, ça c'est sûr. Euh, le RN ne veut pas une France souveraine, nous dit Abi Fouchoku. Ils veulent juste des postes. C'est pas faux. Et c'est même une remarque très profonde, Abi Fouchoku, parce que c'est le problème des gauchistes comme des droitistes. Se mettre dans une cave ou sur des estrades pour conspuer le gouvernement et dire vous verrez ce que vous verrez si, voilà, si on a le pouvoir, on fera ceci, on fera cela, et d'ailleurs en changeant d'avis, hein, comme ça a été noté, en étant girouette, c'est la limite de leur volonté politique en fait. Se retrouver au gouvernement, diriger réellement le pays, je crois que c'est ce qu'ils craignent le plus. Et je pense que le RN aurait préféré, lors de la dernière législative, avoir plus de députés, mais ils étaient très contents d'avoir perdu, parce que ils n'auraient pas aimé se retrouver avec comme Premier ministre Bardella, qui n'a jamais travaillé nulle part, qui n'a même pas d'enfants, il ne disait même pas quelles sont les galères quand on a des enfants, à se retrouver à diriger un pays qui est en voie de crise économique grave et qui a une crise à dette sur le dos. Je pense que, voilà. Et donc, Mais tu es dur, Macron non plus n'a pas d'enfant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a aucun problème à sacrifier les futures générations. oui. Alors j'ai vu que Mais c'est vrai certains que les députés, Galicie écrit les députés qui valent quelque chose se comptent sur les doigts d'une main. Et oui, oui, je suis d'accord. Moi, ça ne me gêne pas du tout, hein. Bien évidemment, je félicite Jean-Philippe Tanguy qui a été repris beaucoup, y compris par Bruno Gassio qui a dit: «Je vais me faire tuer en disant ça». Mais, sa très belle, tirade de 5 minutes sur l'ingérence américaine, sur les menaces, qu'ils font peser sur nos entreprises, sur les délocalisations forcées vers les États-Unis. Donc il parlait en particulier de l'affaire Alstom puisqu'il y a travaillé lui-même, en 2012, il me semble, est très, très bonne. Mais ça montre un peu l'incohérence quand même dans ce parti entre, voilà, ce genre de sortie, encore une fois, médiatiquement très belle et un peu l'incompréhension, de ce que le chef du parti, souhaite faire par rapport à l'élection de Trump. En fait, l'élection de Trump aurait dû provoquer zéro réaction. D'ailleurs, quelqu'un a noté ici, il me semble que c'est, je sais plus qui l'a fait, Happy Fouchoku, je crois, en parlant de la Russie. Heu, les Russes ont réagi en considérant que, leur adversaire sur la scène internationale est le bloc géopolitique États-Unis et que donc que Trump soit dirigeant ou Kamala Harris ou, Jean Dujardin ne change rien. Eh ben, on devrait agir pareil. Alors avec de meilleurs sentiments, mais, heu,
voilà, le prendre de cette manière-là, c'est le choix des Américains, ça concerne, leur vie politique à eux, leur société. Pour les questions internationales, on s'accommode du dirigeant qui est élu. Alors moi, On j'ai se vu met qu'on me pas à proposait paniquer comme si le mal allait tomber sur terre, hein. Franchement, venant du RN, c'est vraiment une blague, mais bon, passons. j'ai perdu qui l'a dit, je crois que c'est Ankus Stinger qui me proposait un 1v1 sur Call of, avec Jordan. Alors moi, très simplement, je suis nul en jeu de bourrin. Je ne joue qu'aux jeux de stratégie et je pense que c'est là où, Jordan doit être très mauvais parce qu'en stratégie, s'il était bon, ça se saurait. Hem, Passons au sujet d'après, alors qui est un sujet, justement sur l'élection américaine. On Des gens ont noté qu'au-delà de la question de la victoire, sans conteste de Donald Trump, une des raisons de cette victoire aussi est liée à l'abstention du vote démocrate. Il y aurait 15 millions d'électeurs démocrates qui n'auraient pas voté et ces 15 millions qui n'auraient pas voté, alors, ils sont pas tous morts, ils ont pas tous été radiés. Ça interroge justement sur, cette stratégie, des démocrates américains qui, poussant pour plus de wokisme, voulant à tout prix faire, du combat, de Kamala Harris, le combat de la femme contre le patriarcat blanc et cetera, se sont peut-être égarés et ont oublié juste, les intérêts des travailleurs que Trump justement a pris et juste, se sont détournés de leur électorat. Énormément d'analystes sont choqués de l'importance du vote mexicain et afro-américain pour Donald Trump. Peut-être que, il y a une prise de conscience à avoir là-dessus, prise de conscience qui devrait faire miroir aux gens en France, ils veulent reproduire le même schéma et ils font les mêmes erreurs. Donc est-ce que toi tu as un commentaire là-dessus, Georges? Bon, on va voir, l'analyse d'un vote, prend un peu plus de temps, c'est David Kayla qui écrivait, il faut attendre, entièrement le décompte, complet pour, avoir une analyse poussée, du vote. Mais, je crois que c'est, Bernie Sanders qui en a, le mieux parlé, alors que lui aussi commence à être âgé, mais, Bernie Sanders a été réélu sénateur du Vermont. Heu, D'ailleurs, c'est un des rares qui a une couleur différente sur les cartes qu'on montrait hier, une couleur différente que rouge ou bleu, et je crois que c'est violet pour lui. C'est parce c'est un des rares qui est déclaré, comme socialiste aux États-Unis. C'est amusant. Donc Bernie Sanders, qui était candidat à la primaire, heu Démocrate? pour démocrate pour, l'élection, présidentielle à 3 reprises, et surtout, en 2020 où il a failli, percer. D'ailleurs, c'est la seule vraie ingérence, des Russes qu'il y a eu, hein, cette histoire. On va y revenir dessus parce qu'il y a eu là, il y a eu un truc, fait par les Russes. Heu donc Bernie Sanders a fait une intervention en disant: «Mais le problème, c'est que Kamala Harris a fait une campagne néolibérale. Elle a fait une campagne, business Wall Street. Elle a fait une campagne contre les intérêts des ouvriers, et des, américains et des classes populaires américaines, sur, le pouvoir d'achat, les impôts, sur la vie au quotidien, sur leurs accès aux services publics. Point. Or, un des problèmes, ça a été souligné par d'autres, c'est qu'on a une gauche qui est totalement et de plus en plus irréaliste, et là, on a encore, idéalisme bizarre et réalisme concret. Donc à gauche, le réalisme, le pragmatisme, quand on est de gauche, c'est s'occuper de l'augmentation, l'amélioration des salaires, que les gens puissent vivre dignement de leur travail, qu'ils aient un travail, pas qu'ils soient assistés sociaux, qu'ils aient accès pour leurs enfants, même si leurs salaires ne sont pas les meilleurs, qu'ils aient accès à une école, qu'ils puissent leur donner les chances de s'élever socialement, de trouver un emploi, qu'ils puissent avoir accès aux soins, avoir accès à des services publics comme les transports en commun accessibles, des bibliothèques, des piscines municipales, que sais-je. C'est ça la gauche, pragmatique, rationnelle. Mais on a une gauche qui est cramée du cerveau sur des questions idéologiques qui n'ont aucun sens, souvent qui sont en plus anti-scientifiques. Et on a une campagne totalement basée sur, des questions qui ont leur importance.
mais qui sont secondaires par rapport au sujet principal que est censé défendre la gauche, et c'est ce que dit Sanders, à savoir les questions de féminisme, et en plus de féminisme pas le plus malin, les questions transgenres, qui sont, c'est devenu une passion absolue pour la gauche, alors que c'est un problème qui concerne une infime minorité de la population. Les questions de découpage de la société en petits bouts, en minorités, on s'adresse aux noirs hispaniques, aux noirs pas hispaniques, à l'hispanique pas noir, à l'hispanique moitié blanc, moitié hispanique, aux gays hispaniques, aux transgenres noirs. Truc de dingue en fait. Évidemment, ça ne peut mener qu'à une défaite. Donc on a une gauche qui n'est pas de gauche, qui ne s'occupe pas des sujets de gauche, c'est la critique en fait Sanders, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un tel déficit de voix. Et d'ailleurs, c'est génial quand on voit les réactions justement de Manon Bry, de Sandrine Rousseau, de Tondelier, de Jadot, et on est chez les fous en fait. On a des gens qui nous expliquent: «Oh mon Dieu, ça va devenir terrible pour les femmes». Il y en a qui prennent des images de comment s'appelle cette série où les femmes sont contraintes à reproduire des enfants. Servante écarlate. Ah, Servante écarlate en français, je ne trouvais pas en français. Servante Handmaid's écarlate, Tale. Handmaid's Tale, oui, exactement. Elle considérait que ça va être devenu une sorte de théocratie, c'est n'importe quoi en fait. Ou à dire les racisés vont souffrir. Mais c'est absurde. Les racisés, d'abord ce terme est catastrophique, ont visiblement voté, et beaucoup voté, contrairement aux autres élections, pour Trump. En fait, il faut s'intéresser pourquoi, et le pourquoi est dans la critique qu'a fait Sanders et que je viens de faire. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que cette gauche-là, enfin, qu'elle perde des électeurs. C'est ce qui s'est passé en France. Et faire du Terra Nova ne mène à rien. Ça mène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, le Terra Nova, c'est cette idée qui était née dans un think tank euh, proche au Parti socialiste et qu'incarne maintenant la France insoumise. C'est ça qui est terrible. Qui est, on abandonne les catégories populaires, toutes ces questions-là. Ce qu'il faut se focaliser, c'est sur les minorités, sur les questions de genre et sur sur les immigrés devenus nouveaux prolétariats, comme l'a très bien décrit Jean-Claude Michéa. Voilà, ça, c'est l'équation pour perdre à tous les coups. Alors on va enchaîner sur un sujet, alors un peu plus léger, qui est Comme écrit un Galici, il a raison, les immigrés veulent juste des opportunités économiques. Il faut arrêter avec la sainte morale. Et d'ailleurs, quand on regarde les partis de droite en France, il y a énormément d'immigrés qui ont, enfin, par exemple d'Afrique du Nord, qui ont réussi. Parce qu'un immigré peut être libéral, il peut vouloir avoir une entreprise, et voilà, c'est vraiment une manière manichéenne de voir le monde qui est suicidaire. tout à fait. Allez, Alors pardon. non, mais il y a pas de souci. En fait, la télévision britannique a diffusé une enquête sur la fortune cachée du roi. Alors, faut savoir que, ce qui est génial en Angleterre, c'est que, la famille royale touche des sous, de l'État, et donc s'engraisse tous les ans. Donc pour un train de vie assez, fastueux, et pour bon, alors certains aiment bien les rois, ça fait venir des touristes, ça permet de vendre des mugs et tout. Heu, mais voilà, donc on découvre qu'il y a quand même une petite fortune. Je pense que, personne ici rechignerait d'avoir, une petite partie des 610 millions de livres, hein, donc 727 millions d'euros. Et donc, effectivement, voilà, ça fait quand même un scandale parce que c'est pas de l'argent qu'il a gagné en, heu, travaillant, en créant de la valeur. C'est de l'argent de l'État directement, alors que l'Angleterre vit une crise, elle aussi dramatique, et on pense que voilà, ça pourrait être, je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure répartition, mais peut-être toi tu as un autre avis, Georges? À notre avis, sur quoi, Pedro? Sur, la meilleure répartition de l'argent public anglais, Et est-ce écoutez, qu'il les Anglais font ce qu'ils veulent, c'est leur pays. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que, comme tu l'as dit, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, tous les ans est allouée une somme pour le fonctionnement de la couronne britannique.
parce qu'ils vivent dans des palais, qui en fait appartiennent au Royaume-Uni, mais comme ils sont dedans et que la reine est le chef de l'État, en fait, même s'il n'a aucun Attention, la reine est pouvoir. morte, Georges. Pardon, oui, la reine ou le roi est le chef de l'État dans ce pays. Là maintenant, c'est le roi Charles III. Euh, ils ont, enfin, ils sont chefs de l'État, mais n'ont aucun pouvoir, si ce n'est de répéter les politiques choisies par le Premier ministre, qui écrit lui-même le texte que lit le roi ou la reine. Euh, euh, Ils ont une somme qui leur est allouée tous les ans pour leur train de vie et continuer à représenter le Royaume-Uni. Voilà. Et leurs biens ont été saisis au début du 19e siècle par, par l'État. Voilà. Sauf que là, on a un documentaire, une longue enquête, un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 et une longue enquête du Times sur ce qu'ils ont appelé l'argent secret du roi, ça s'appelle Le Roi, le Prince et leurs millions secrets. Et en fait, on découvre que la fortune des rois, enfin, du prince Charles et de son fils, William, s'élève, comme tu l'as dit, à 610 millions de pounds, de livres, mais en gros 720 millions d'euros, et qu'en fait, ils ont deux duchés, les duchés de Lancaster et de Cornouailles, qui leur appartiennent toujours. Et là, l'enquête est assez hallucinante parce qu'ils disent qu'ils ne touchent pas d'argent. Les rois britanniques disent qu'ils ne touchent pas d'argent du contribuable, mais là, ils ont plus de 5400 propriétés immobilières sur ces deux duchés qui leur appartiennent en propre et donc qu'ils louent à l'État. Et on a des exemples, par exemple, ils louent au service hospitalier américain, pardon, britannique, le NHS. Euh, ils louent les entrepôts où sont garées les ambulances pour une somme annuelle estimée à 11,4 millions de livres, donc 14-15 millions d'euros. Le ministère de la Justice britannique, lui, doit dépenser quelques 2 millions et demi d'euros par an pour la location de la prison de Dartmoor, et ainsi de suite. 5400 propriétés. Donc c'est assez drôle, ils en tirent des dizaines de millions d'euros par an de sortes de location forcée à l'État, en plus de la location qu'ils reçoivent de fonctionnement normal. Euh, euh, alors, ce qui est marrant, amusant, c'est que ça leur permet d'avoir des activités philanthropiques. C'est bien d'avoir des activités philanthropiques quand vous pompez de l'argent aux autres. Hein. C'est une sorte de raquette. Et en plus, vous recevez des récompenses. Et en ce moment, le prince William est en Afrique du Sud, où il reçoit le prix Earthshot, qui récompense les gens respectueux de l'environnement ou qui travaillent pour l'environnement. Bon, voilà, ça mange pas de pain, mais dans l'enquête, ils ont montré que la plupart des bâtiments que le roi et le roi Charles et le prince William louent, donc de manière obligatoire au gouvernement britannique, eh bien, ont des performances énergétiques très, très, très mauvaises et quand ils n'investissent pas dans la réflexion euh, carbone compatible, écologico-compatible de leur propre bâtiment. Bon, là, on est un peu dans la farce et dans la réalité de ce que sont ces gens en vérité, que ce sont des profiteurs, des accapareurs de l'argent public. Et ça permet de proposer une lecture à ceux qui n'auraient pas lu ce livre-là. Ouais, je crois que c'est mon livre préféré de Victor Hugo, c'est L'homme qui rit. Très très beau livre, qui montre la différence profonde dans la société, entre la société française et la société britannique, entre une société plus égalitaire républicaine et une société en fait aristocratique jusqu'au fond, son fondement. Et on en a un exemple là, à nouveau, avec cet accaparement par les rois et les reines. On en parle aussi parce que euh, il y a une passion qui est organisée par certains médias autour des rois et des reines pour
voilà, qui servent un peu d'opium au peuple. Bon, ben voilà. C'est bien quand on met la réalité que ce peuple-là qui paye en fait pour des gens qui se sucrent sur son dos. Tu veux dire qu'on a bien raison de célébrer, une certaine fête du melon en janvier en France? Ça va pas faire plaisir aux royalistes, mais c'est vrai que je trouve que cette célébration n'est pas assez mise en avant en France, pour le symbole qui était de se débarrasser, des, de ces élites parasitaires. Mais bon, Je vais me bref. permettre de citer un certain Dejan Kuzmanovic. Qui est ce personnage? Je salue mon père, voilà, qui nous écrit: «Division idéologique de la société en plusieurs communautés est une vraie catastrophe pour la gauche, notamment en France, dont la spécificité est d'être républicaine, unie indivisible, démocratique, sociale et laïque». Et oui, eh ben, ça s'oublie et il ne faut pas s'étonner que la gauche perde si elle oublie ce fondement de ce qu'elle est. Voilà, donc les Anglais, maintenant que vous verrez des trucs sur les rois d'Angleterre, dans gala et sur leurs petits problèmes de cœur et sur leurs souffrances, il faut quand même pas oublier qu'ils c'est aussi des champions de l'arnaque et du racket de leur propre pays. Mais bon, c'est des Britanniques, hein, ils font ce qu'ils veulent avec leur roi et leur reine. Oui, c'est pas comme s'ils avaient racketté le Commonwealth pendant longtemps. Mais bon, c'est un autre sujet. Maintenant, on va passer sur, alors vous avez sans doute, tous vu, cette histoire de cette jeune femme en Iran. Il y a eu la première version, elle est molestée par, des gardes, de la police morale, des mœurs. Puis après, des gens qui disent: «Mais non, en fait, c'est une déséquilibrée, tout le monde le sait». Hem donc Shana qu'on a reçu il y a pas longtemps a traduit un message, donc d'une journaliste iranienne, donc Machis Ma Mas alors j'ai pas envie de le dire mal, Masih Alinejad, qui justement revient là-dessus et qui dit que pas du tout en fait. C'est le régime qui, veut faire passer cette jeune fille comme folle, qui est en train de justement de vouloir la bourrer de médicaments et on va dire, pour, la faire, craquer. Mais qu'au contraire, c'était plutôt, quelqu'un qui, s'exprimait avec courage et dont on essaye, probablement la propagande des mollahs, mais je dis bien probablement parce que on chaque camp pousse, sa vision des choses, qu'en fait, voilà, heu, ils essayent de faire du contrôle de dommages, comme on appelle ça, en particulier face aux manifestations qu'il y a eu il y a quelques années, et le meurtre de Masha, l'assassinat, terrible de cette, jeune fille qui a eu et qui a provoqué des troubles importants en Iran. Mais voilà, on voit que l'histoire est pas encore finie, qu'il y a clairement quelque chose, probablement de pas très net. On sait que les gouvernements totalitaires ont tendance à accuser de manière régulière les opposants d'être des fous, des déviants et cetera. Ça fait partie, de l'entreprise de décrédibilisation habituelle pour justement éviter, que les gens se rallient à cette personne. C'est dur aujourd'hui de se faire sa propre idée, mais je pense que ça valait le coup, de partager, ce témoignage, heu, puisque justement, on voit qu'il y a quand même un risque pour la santé et la sécurité de cette jeune fille qui a été transférée dans cet hôpital psychiatrique et pour lequel personne n'a accès réellement, à cette personne qui aurait des enfants, heu qui s'est séparée de son mari qui apparemment, s'exhibe dans les médias pour essayer, lui aussi de dire: «Mais non, elle est déséquilibrée» et cetera. On verra bien, ce qui est réel ou pas dans cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être très attentif parce que être une femme en Iran et lutter pour ses droits, c'est un risque mortel aujourd'hui et ça, il faut le rappeler et donc des gens qui veulent s'affranchir de la tyrannie, de la théocratie iranienne risquent vraiment leur vie et c'est pas évident. Alors tu as peut-être un mot à ajouter là-dessus, Georges, mais ou j'ai déjà trop dit? Non, tu as tout dit, c'est intéressant, donc les tentatives de la faire passer pour une folle. On avait dit hier, que la psychiatrisation des opposants, c'est quelque chose qui est souvent fait par les régimes, dictatoriaux. On avait rappelé que ça a été beaucoup fait avec, certains, dissidents, en URSS quand, le goulag, enfin les camps,
du goulag avait pris un peu fin et que c'était plus la pratique d'envoyer des gens au fin fond de la Sibérie, il y avait quand même, voilà, des internements psychiatriques. Heu, ce qui moi m'intéresse, c'est la coordination, ça personne n'en parle trop. C'est la coordination entre parce qu'évidemment, cette jeune femme, qui, a eu le courage de faire ça et qui visiblement donc, n'est pas folle, qui est même maman d'ailleurs, hein, on a appris à cette occasion. Heu, il y a quelqu'un qui a tourné des images. En fait, la personne qui a tourné les images, parce que tout ça n'est rien s'il n'y a pas ces images qui sont tournées, donc d'un bâtiment qui est en surplomb, et qui diffuse sur les réseaux sociaux. Donc cette personne, je me demande ce qu'elle est devenue aussi, parce que les services de renseignement, iraniens ont dû aussi, traquer cette personne. Parce que le problème, c'est surtout les images, pas tant, heu, ja au niveau international, voire intérieur. Pas juste que cette jeune femme retire ses vêtements. Voilà, donc je me demande ce qu'est devenue cette personne aussi, à mon avis, pas que du bien. Et je voudrais aussi, rappeler quelque chose, parce que là, on a une critique en Occident, encore une fois, où on agit de manière morale. Donc nous, on est pour la libération des femmes, on est pour la laïcité et donc on soutient tous ceux qui, mènent ces combats dans le monde. Mais là, comme il y a des bisbilles idéologiques avec l'Iran, on a quand même une focale assez forte sur l'Iran, qu'on n'a pas à nouveau sur le Qatar ou l'Arabie Saoudite, où, les choses sont, en fait, presque pires. Mais aussi on oublie que, ce qui s'est passé en Iran et il faut le rappeler. En 1953, la société iranienne est une société, assez, libérale, où il y avait des élections libres et les élections libres ont amené au pouvoir un certain Mossadegh et ce Mossadegh a eu l'idée horrible et insupportable de défendre la souveraineté de son pays et de nationaliser les pétroles et les gaz. Et évidemment, ça n'a pas plu, à l'ancien colon, britannique et aux États-Unis qui ont fomenté un coup d'État contre Mossadegh. Ils ont réussi et ils ont mis, en place, heu la monarchie, et le roi Mohamed Reza Pahlavi, qui était ici salué dans tous les galas, parce qu'on a parlé de galas, comme le roi avec la princesse, des belles photos, des rivières de diamants, et ils dansent et ils sont alors là, il y avait pas de problème. Mais dans le même moment, alors c'était pas une théocratie, mais ils avaient aussi un service de renseignement horrible qui s'appelait le SAVAK. Et le SAVAK, s'est particulièrement illustré sur la répression interne des opposants, les tabassages publics, les exécutions, les internements psychiatriques, les tortures, d'un sadisme, un des pires services de renseignement intérieur, et criminel sur sa propre population, qui va à son tour emmener islamique et à la création de la République islamique d'Iran. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont dissoudre le SAVAK, mais ils vont recréer une autre organisation qui la remplace, qui s'appelle le Waha al-Waja, et qui fait à peu près la même chose que le SAVAK. Donc on voit l'effet domino de la déstabilisation de sociétés dont sont spécialistes le pays qui est le plus libre du monde et la plus grande démocratie du monde et le garant de la liberté du monde, à savoir les États-Unis. Champion quand même dans ce domaine. Voilà. Et le SAVAK était très, très, très en cheville avec les services de renseignement américains, en particulier la CIA. Donc voilà, c'est un héritage assez tragique qui maintenant s'abat à nouveau sur la population iranienne. L'autre point qui est intéressant à noter, dans le cas de cette nouvelle histoire, de ce nouveau drame pour cette femme, eh bien, c'est que euh, la société iranienne n'est pas monolithique, elle est complexe, et qu'il y a des mutations en cours avec une élite, disons, plutôt intellectuelle et économique, qui aimerait bien se débarrasser des mollahs,
sans nécessairement, basculer, dans une adoration, des États-Unis, et c'est quelque chose qui est en cours dans la société iranienne, donc il faudra suivre ça avec intérêt. Alors, je me permets de réagir à un message, donc quelqu'un qui parle de vidéos de quelqu'un qui explique bien aux civils français ce qui se passera en cas de guerre nucléaire, donnant des conseils de survie. Alors juste, en cas de guerre nucléaire, vu les systèmes, il y a pas de survie. Du moins si, peut-être quelques personnes le long de l'équateur, parce qu'avec les nuages qui pourront se cacher dans des bunkers, mais il y a pas de survie. Il faut arrêter, je suis désolé, il faut arrêter de regarder des vidéos improbables de gens qui vendent des trucs. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il y ait pas d'attaque ni d'un côté ni de l'autre, puisque les attaques entraînent une réplique. Et ce que beaucoup de ces chaînes YouTube ne vous disent pas, c'est que non, vous ne mourrez pas de l'explosion. Vous mourrez du nuage de poussière qui couvrira l'atmosphère et qui fera ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, tuant toute plantation et cetera pendant très longtemps. C'est pas les radiations le vrai problème. C'est juste que, et souvenez-vous, le volcan islandais qui avait explosé, juste son nuage avait, je crois, fait perdre 0,5 degrés à l'hémisphère nord, mais surtout ça avait foutu en l'air l'espace aérien. Ben, imaginez des nuages de poussière partout dans le monde. Voilà, c'est ça en fait le principe. Alors, c'est un peu un hors sujet, mais je me permets de réagir parce que je sais que certains essayent de jouer sur les peurs des uns et des autres en vous essayant de vous vendre. J'avais vu une vidéo comme ça. Qu'est-ce que vous devez faire si un missile ultrasonique russe arrive sur Paris? Et donc il y avait toute une explication, mais en fait, il y a rien, faut juste attendre la fin. Oui, tu peux prier, hein, Oui, mais c'est ça. Non, mais tu la fin. Non, mais le mec, il expliquait: «Alors vous allez dans le sous-sol du métro des Lilas et vous prenez des» 12 minutes, il y a rien. pour, aller dans le sens de Pedro, ceux que ça intéresse, je vous regardez, googlisez, faites vos recherches sur les effets, heu, sur l'effet de serre général sur la planète de la seule explosion du volcan Pinatubo, il y a quelques années, dans les Philippines. C'est assez sidérant, quand on y pense, c'est juste un volcan. Il y avait Antonin, qui posait une question, dans le fil. Je me demande vraiment si la guerre éclate, donc Amérique, trumpiste, Israël contre l'Iran, si la population fera malgré tout bloc derrière le régime, malgré son impopularité. Ouais, je pense que oui, c'est pour ça que Robespierre disait: «Les nations, n'aiment pas, les missionnaires armés», heu et c'est bien un des problèmes, des révolutions de couleur, de tout ce qui tous les carabistouilles que fait la CIA, c'est que ça laisse pas justement les sociétés évoluer comme pourraient évoluer de manière interne. Pas nécessairement pacifique, mais ça peut être révolutionnaire, mais interne. Et donc souvent les guerres sont justement utilisées par les régimes, totalitaires pour, fédérer la population, autour d'eux. Donc voilà, j'espère que, en tout cas j'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'il y aura pas une guerre supplémentaire avec l'Iran, ça serait vraiment une catastrophe. On a vu, Ouais, et voilà. bah, justement, en parlant du Moyen-Orient, il y a, notre prochain sujet, il y a des manifestations en Israël, suite à au limogeage, si on peut dire ça comme ça, fait par, Benjamin Netanyahou, de Yoav Gallant, et donc qui, alors, je mets bien des grosses guillemets, était considéré comme plus modéré que celui qui vient à la place. Donc Netanyahou va aller vers une ligne encore plus dure. On se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais voilà, on voit que le peuple israélien n'est pas non plus, inerte face à la situation. Il y a beaucoup d'Israéliens d'ailleurs qui dénoncent le gouvernement de Netanyahou, qui, ne sont pas pour ce qui est en train de se passer à Gaza ou, au Liban, malgré le fait qu'effectivement ils ont été, très violentés lors des attaques du 7 octobre. Restent lucides et réalistes parce qu'à un moment leurs voisins sont là et qu'il faut bien trouver des solutions. Mais est-ce que toi tu as un commentaire à faire là-dessus, Georges?
Oui, alors, j'avais alerté avant-hier sur, c'était un peu passé à la trappe puisque c'était en pleine soirée électorale, enfin début de matinée, c'était la soirée pour nous, mais matinée, début de matinée électorale, aux États-Unis, donc tout le monde avait les yeux fixés là-dessus. Netanyahou a limogé, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour le remplacer par Israël Katz, qui était, anciennement ministre des Affaires, étrangères. Katz, qui est un promoteur de la colonisation, dans le Golan, l'implantation de colonies dans le Golan. Pour rappel, le Golan, c'est un bout de territoire syrien qui est annexé également de manière illégale en termes de droit international par Israël. Et le remplacement de Katz aux affaires étrangères par Gideon Sa'ar. Donc un durcissement du gouvernement israélien si c'est possible, mais c'est le cas. Et Yoav Gallant, voilà, modéré, on va dire, entre guillemets, en tout cas, respecté dans la société israélienne, chef d'état-major, ancien chef d'état-major, qui, je pense, était un frein à l'escalade avec l'Iran. On peut pas être complètement sûr, mais bon, ce qu'il en ressort de l'analyse, c'est ça, et c'est pas un bon signe par rapport à la question que pose Antonin sur un éventuel conflit avec l'Iran, d'autant plus que Trump a manifesté dans sa première présidence et récemment pendant la campagne électorale, sans qu'on sache si c'est du blabla pour l'élection, si c'est pour le show-off. Mais encore une fois, sa première présidence montre qu'il a quand même une grosse dent contre l'Iran. Donc, voilà, peut-être c'est un indicateur que les choses pourraient mal tourner de ce côté-là. Et Yoav Gallant est populaire en Israël et la société d'Israël n'est pas monolithique. C'est pour ça que ce ne sont pas les Israéliens qui mènent des crimes contre l'humanité à Gaza. C'est le gouvernement de Netanyahou et une partie de l'armée israélienne. Il y a des manifestations assez importantes. Il y a eu des manifestations assez importantes depuis avant-hier soir par rapport à cette démission, à cette limogeage de Yoav Gallant. Donc la société israélienne aussi, comme la société iranienne, ou russe, ou française, ou américaine, ne sont pas monolithiques et traversent deux soubresauts. Et je crois que beaucoup d'Israéliens sont très inquiets d'un éventuel conflit avec l'Iran, d'autant plus que l'Iran n'est plus l'Iran d'il y a 20 ans, comme la Russie ou la Chine ne sont plus la Russie et la Chine d'il y a 20 ans, et que l'Iran a un partenariat stratégique maintenant avec la Chine et la Russie, et que donc en termes militaires, bah, c'est pas si bon que ça pour Israël. Voilà, donc ces manifestations manifestent l'inquiétude profonde d'une partie de la société israélienne quant à la dérive non seulement d'extrême droite criminelle, mais dangereuse pour la sécurité d'Israël même, de ce gouvernement Netanyahou. Alors je vois que mon commentaire sur les bombes nucléaires a énervé, certains. Donc, il y a toujours eu, depuis, la guerre froide, un business, de l'apocalypse. Des survivalistes, des gens qui vendaient des bunkers aux États-Unis un peu partout, ça a toujours existé. Effectivement, ça revient en force. Il y a des gens qui vont vous démontrer qu'il y a que eux qui peuvent vous donner, les portes de la survie. La France, aujourd'hui, là où on est géographiquement, on n'a aucune chance de s'en sortir en cas, d'une guerre totale. Donc il faut oublier, peut-être que si vous vous enterrez à 800 mètres pendant 400 ans, vous en sortirez. Mais il faut voir ce que ça représente. Donc effectivement, les gens avec leurs petits bunkers dans leur jardin, ils s'en sortiront pas parce que Non, mais en même termes de dissuasion nucléaire, puisque j'ai étudié ça à l'école militaire, voilà, le pire, ce sera pour les survivants, s'il y en a. oui, Parce qu'ils tout à fait. seront dans une situation extrêmement difficile. Le problème, c'est l'hiver nucléaire dû à la poussière de toutes ces bombes qui explosent en même temps et qui causent la mort de la plupart des espèces vivantes d'une certaine taille, pour la simple raison qu'elles ne trouvent plus de quoi se nourrir. Tout à fait. Ça s'appelle l'hiver nucléaire. Bah, alors certains disent que l'hiver nucléaire, c'est une conjecture, pas une certitude. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé là-dessus.
il faut rappeler que, par exemple, quand la France faisait des tests dans le Sahara, les nuages de poussière générés allaient sur des dizaines de milliers de kilomètres. Donc une bombe. Que quand les Américains ont fait des tests dans le Nevada, ça irradiait bien plus loin que la Californie, ça allait quasiment jusqu'à Hawaï. Et les Russes aussi, c'est pour ça qu'ils faisaient ça en Sibérie, c'était pas beaucoup mieux. Donc, et on parle d'une bombe à chaque fois. Imaginez une trentaine de bombes qui explosent partout. Alors Mais c'est surtout pas si c'est 30, c'est pas oui, 30. c'est 6000, je Hugo, sais. je sais pas si l'hiver, il me semble que c'est pas du tout une conjecture, mais c'est pas, c'est les Américains et les Russes, c'est 12 000 têtes nucléaires. De toute façon, ils S'il tireront y a jusqu'à une ce qu'il y guerre en ait plus. totale, c'est plusieurs milliers d'explosions nucléaires en même temps. On peut espérer que ça se passera bien, mais qui a envie de tester, voir si ça se passe bien? C'est une très, très mauvaise idée, mais bon. Effectivement, peut-être que si on m'ampute de tous les membres, je peux survivre, mais Mais je vois c'est que pas Michel grave. Anglade, il s'en Mmh. vous entêtez un peu. Vous savez qu'en ce moment, on fait beaucoup de recherches, pour, les voyages longue durée, heu, vers Mars, spatiaux, enfin peu importe, et un des problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire en espace fermé le cycle agricole, habituel. À chaque fois, ça capote. Toutes les expériences pour le moment, ça tient 3, 4, 5 ans et après il y a une bactérie, un champignon, qui se développe dans le milieu fermé et qui, flingue la récolte et je parle d'espaces réduits, hein, comme les tests qui sont faits dans le désert du Nevada aux États-Unis avec, pour, préparer à la vie, sur Mars, avec soit les Russes, les Chinois, les Américains. Pour le moment, ça marche pas. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps pourraient tenir des gens enterrés, heu, en dehors de tous les problèmes psychologiques, de reproduction, et mais passons. Mais rien que ça, manger, c'est déjà compliqué. Pour le moment, on n'y arrive pas vraiment. Donc pour le moment, c'est pas une bonne idée et puis de toute façon, c'est pas une bonne idée une guerre nucléaire. Donc voilà, on va tenter d'éviter ça, en espérant que ceux qui nous dirigent, où qu'ils soient, aient la tête sur les épaules et ne jouent pas avec le feu nucléaire. D'ailleurs, c'est pas pour, faire un peu de culture, mais je renvoie au film, merveilleux film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour ou Comment, j'ai appris à aimer la bombe, heu, qui évoque ça justement, dans cette, logique, heu, de réplique et des systèmes automatisés qui montrent parce que justement, il faut comprendre que le système de la dissuasion, c'est que même si, le centre de commandement est détruit, les sous-marins, les bombardiers continuent à bombarder pendant longtemps, justement, pour éviter qu'on soit attaqué. Enfin bref, on va passer au dernier sujet, parce que c'est, un sujet qui, n nous fait sourire parce que, on va dire, de temps en temps, c'est bien qu'on soit pas Et les oui, c'est seuls à pas une explosion volcanique, c'est une éruption, hein, je vois dans les commentaires, j c'est ma langue a fourché. C'est bien une éruption et pas une explosion volcanique. oui, mais c'est moi que je crois qui ai évoqué, la je suis incapable de dire le nom de ce volcan islandais. Eyjafjallajökull, bon voilà, mais qui effectivement c'était juste, mais on voit même pas une explosion, déjà le dégât ça a fait. Donc imaginons, s'il avait explosé. D'ailleurs, c'est un risque permanent aux États-Unis, c'est Yellowstone, justement, le super volcan qui est en dessous et on sait que, dans les simulations, ça raserait, je crois 30 des États-Unis s'il explosait. Bon, pour l'instant, ils attendent, ils savent pas, un peu comme le Big One qu'on S'il y avait une prédisait. éruption, il n'explose pas. Non, non, dans le cas de Yellowstone, il exploserait. Ah ça se bon, OK. Bon bref, allez, la suite. Ouais et donc la suite, c'est nos amis allemands. Apparemment, ils ont quelques soucis. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, Georges? Le gouvernement, Scholz est en train de craquer. Alors c'est bien dommage parce que, en fait, aujourd'hui, on s'excuse, on devait avoir François Coq, qui enseigne et qui devait être là pour nous parler entre autres de ce sujet, et des réactions européennes et des divers européistes de droite et de gauche à l'élection de Trump et ce que nous, on peut faire en tant que Français.
Alors, on va le refaire avec François. Malheureusement, il a eu une formation, supplémentaire, avec les élèves sur le harcèlement à l'école, donc il ne pouvait pas être là, et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc je parle de François Coq parce qu'il a théorisé le concept de gouvernement minoritaire qui montre le rejet de plus en plus important des citoyens, en particulier, en Europe, heu, de l'ultracentre macroniste, du UMPS, du gauche-droite, de gouvernement où on fait toujours la même politique économique et qui a de plus en plus de mal à trouver des, majorités fonctionnelles avec, des peuples qui se détachent, qui ne votent plus ou qui votent aux extrêmes, comme on dit. Donc, là, la dernière coalition allemande est très fragile. Dans les élections, dans les Länder, régionales, on voit la poussée de l'AfD d'extrême droite ou de l'alliance, de Sarah Wagenknecht de gauche, hem et cette coalition tient à rien. Or là, ça vient de craquer, heu, avec le départ du ministre des Finances. Heu, mmh, alors ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il part, ce ministre des Finances? C'est que l'Allemagne, pour la première fois, se retrouve pas aussi gravement que la France, ça en dit long sur la France, mais dans une situation, de difficulté à boucler un budget. On vous rappelle que là, en ce moment, on discute, au parlement français, l'Assemblée nationale, du budget de la France, qui est toujours pas bouclé, qui sera le plus difficile à boucler, qui sera un budget d'austérité, qui a toutes les chances que le gouvernement l'impose par une série de 49.3 ou par l'article 47. Euh, mais en Allemagne, il y a eu confrontation au gouvernement entre ce ministre des Finances qui, lui, souhaitait une politique d'austérité sévère et Scholz qui souhaite plutôt une politique keynésienne de relance de l'économie, donc désaccord. Voilà, Scholz espérait faire tenir son gouvernement plus longtemps. On ne sait pas quelles vont être les conséquences immédiates, mais il est possible qu'il y ait des élections anticipées avant peu en Allemagne si un accord n'est pas trouvé. Et on a là, encore une fois, l'expression du génie de ces européistes qui ont construit une Union européenne qui va contre les intérêts des États-nations, contre les intérêts des peuples, euh, car ils ont mis en place des politiques par rapport à la Russie qui plombent totalement l'économie allemande. C'est ce qu'avait dit le patronat allemand quand le Parlement européen avait voté dès mars 2022 la résolution proposant de supprimer toutes les relations commerciales, et en particulier l'achat d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole à la Russie. Ils avaient dit: «Mais ça va détruire notre économie, on va être dans une situation catastrophique». Et ben, c'est ce qui se passe. Et bien évidemment, les crises économiques, les crises financières entraînent des crises, entraînent des récessions, entraînent des crises politiques parce qu'on n'arrive pas à faire le budget. Voilà, on verra où tout ça va finir. Euh, Sûrement pas très très bien, mais voilà la situation dans laquelle est le gouvernement de l'Allemagne, qui, je rappelle, est le nôtre. Hein, parce que nous, on est dans une crise politique qu'on a vécue pendant des mois, si ce n'est des semaines, des semaines, si ce n'est des mois, qui aboutit à un gouvernement Barnier. Là, on est au-delà du minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'a même pas les capacités réelles de gouverner, et à devoir faire un budget d'austérité voilà, qui va dans un contexte d'économie en déliquescence.